La réalité est chaotique, les gens ne sont pas monolithiques, les combats sont sales et les choix sont difficiles. Il y a des méchants vraiment méchants qui font des trucs de méchants, mais ceux qui s'y opposent ne sont pas de gentils héros, car c'est une espèce rare, voire illusoire. Bienvenue dans une bataille après l'autre, et sa critique d'abord sans spoiler, puis avec. C'est parti. En très résumé, un groupe de révolutionnaires armés, les French 75, s'oppose aux actions du gouvernement américain et notamment à son traitement des migrants à la frontière mexicaine. Un couple se forme entre Pat et Perfidia, mais cette dernière attire aussi la fascination d'un officier de l'armée, un certain Lockjaw. 16 ans après l'arrestation, la fuite ou la mort des French 75, la fille de Perfidia est activement recherchée par Lockjaw. Durant 2h42 menés tambour battant, nous allons suivre des personnages dont certains sont perdus, d'autres qui pensent savoir ce qu'ils font, et quelques rares exceptions qui savent exactement ce qu'ils font et sont en paix avec leur choix. Une bataille après l'autre se situe dans une sorte de version parallèle des États-Unis, très proche de la réalité, parfois si proche dans la pertinence de l'observation que c'en est douloureux. Le tout baigne néanmoins dans un flou bienvenu qui offre plus de pertinence et d'intemporalité aux propos que si on multipliait les références à tel ou tel repère contemporain. Ce flou temporel s'explique aussi parce que ce film est inspiré du roman Vineland de Thomas Pynchon, un écrivain postmoderne qui explore notamment la paranoïa et dans ce roman la lutte entre autoritarisme et municipalisme libertaire. Au vu de sa filmographie très relevée, un film de Paul Thomas Anderson est déjà un événement en soi. Une bataille après l'autre arrive auréolée de louanges critiques, mais je n'ai aucun doute sur le fait que sa réception par le public sera plus divisée, tout simplement car la nuance du propos est en partie masquée par un premier degré, parfois extravagant et extrême. J'aurais préféré le voir sans porter autant d'attentes liées aux premiers avis dithyrambiques que j'avais pu lire, mais avec les heures qui s'égrènent depuis la séance, j'admets de plus en plus nettement la force du film, mais aussi son originalité et sa richesse. Je ne pense pas pouvoir dire que c'est un chef-d'œuvre, mais il va devenir un classique, un film cité dans beaucoup de listes personnelles de films à voir. Soyez simplement prévenus, s'il y a un peu d'action et beaucoup de tension, ce n'est absolument pas un film d'action comme on l'entend classiquement en allant voir un film hollywoodien, c'est totalement un film d'auteur, juste un auteur avec pas mal de budget et un sujet qui implique des armes et des poursuites. Je parlais d'un premier degré qui peut sembler caricatural, le film sera rejeté et catalogué comme tel par une partie du public, notamment ceux qui viront à tort un pamphlet aveuglément favorable à tout mouvement révolutionnaire de gauche et justifiant la violence contre les institutions. Une chose est sûre, le film et son réalisateur dépeignent la dérive autoritaire vers le fascisme et les gens qui servent ce courant sous un jour défavorable, ce qui me semble être le minimum syndical la plus embryonnaire des consciences politiques, même si on ne se positionne pas forcément à gauche. Seules les personnes suffisamment atroces pour soutenir l'autoritarisme le plus violent, voire la purification ethnique, sont exclues et pointées clairement comme l'adversaire, mais bon, encore heureux, j'ai envie de dire, on observe tous les jours combien le fascisme aime se travestir et réinventer la vérité pour se faire passer pour autre chose, mais nous restons un bon paquet quand même à ne pas être dupes. Si l'équilibre du film est à gauche, il dépeint pourtant les révolutionnaires comme une galerie d'individus pleins d'excès, de contradictions et de faiblesses. Certains sont meilleurs que d'autres, mais aucun n'apparaît comme parfait, et certains s'avèrent simplement égoïstes ou encore pas loin d'être totalement paumés, comme Pat qui prend ensuite le nom de Bob et qui est donc joué par Leonardo DiCaprio. Contrairement à d'autres films de Paul Thomas Anderson, qui en est aussi scénariste, on peut le souligner au passage, Une bataille après l'autre n'est pas un film choral, il se concentre essentiellement sur 3 personnages, avec 2 autres qui gravitent autour de ce trio, que ce soit comme une présence initiale ou dans une sorte de rôle d'ange gardien. Le film se concentre sur Bob, sa fille Willa et l'adversaire des French 75, le colonel Lockjaw. Dans ces 3 rôles, on a des performances excellentes, voire carrément fascinantes et exceptionnelles, avec Sean Penn en officier suprémaciste blanc, qui maintient en son fort intérieur tout un pan de ses pulsions, enfermé derrière une mâchoire qu'il ne dessert qu'à peine pour parler. Un homme tendu à bloc avec une rigidité morale qui s'exprime par une démarche d'homme de bois et qui craque sans cesse sous la peur à peine masquée de perdre le contrôle et de montrer au monde la vérité de ce qu'il pourrait être. Bob, en revanche, est un homme qui s'est ramolli, voire liquéfié, porté par un élan révolutionnaire dans sa jeunesse, ce feu, déjà alors un peu incertain et sporadique, s'éteint ensuite, englouti par la responsabilité d'être parent, les litres d'alcool et les nuages de fumette. En comparaison, Willa, fille de Bob, commence avec une forme d'héritage révolutionnaire flou et nébuleux, source de paranoïa autant que de gloire fantasmée. Elle est une personne déjà relativement affirmée mais encore en devenir et dont l'expérience du monde pourrait forger les convictions et le caractère à condition de survivre à une confrontation brutale aux réalités les plus dures de cette version des États-Unis. Ces personnages sont donc hantés, pourchassés et aidés par d'autres, le tout dans un foisonnement qu'on pourrait presque qualifier de picaresque,
alors que les moments de stress, de drôlerie et de questionnement intime s'enchaînent avec un naturel qui doit beaucoup à une réalisation magnifiquement maîtrisée. Les plans séquences sont nombreux, les points de vue souvent larges, mais ne perdant jamais celui des protagonistes. C'est réaliste tout en parvenant à capter cette capacité de la réalité à souvent dépasser la fiction, dit autrement une fiction qui serait plus grande qu'elle-même. J'ai parlé de chaos et c'est un élément très présent qui est indispensable et parfaitement retranscrit, aussi bien dans l'état d'esprit de Bob, qui est en mode réaction à des événements qu'il ne maîtrise pas pendant l'essentiel du film. On a toutefois des îlots de calme et de raison dans cet océan chaotique. On les trouve chez des personnages qu'on ne soupçonnait pas nécessairement de pouvoir les incarner, des individus qui mettent de côté la peur, qui gardent ou trouvent le sang-froid et décident d'agir. J'ai été étonné par la violence relativement contenue et très rarement graphique du film, car dans certaines scènes je m'attendais à voir survenir l'atrocité, mais ce n'est pas le cas, et je ne pense pas que les quelques fusillades suffisent à le déconseiller aux âmes sensibles. En revanche, le film est relativement explicite en termes de sexualité, même si au final on ne voit rien, il est surtout dans le langage et les scènes qui viennent volontairement mêler élan révolutionnaire et pulsion sexuelle, ou encore fascination taboue de l'adversaire et fantasme un peu tordu. La BO de Jonny Greenwood, connue pour Radiohead notamment, accompagne à merveille l'ambiance tendue et nerveuse, même si elle a apparemment perturbé certains spectateurs, à en croire à quelques retours que j'ai pu lire. Ce n'a pas été le cas pour moi. Elle a participé à maintenir ma concentration sans baisse de régime durant les 2h42. Il ne fait aucun doute que c'est un film à voir au cinéma, d'autant plus que les salles ont besoin de spectateurs en ce moment, et qu'il serait dommage de ne pas soutenir de tels films lorsque des auteurs reconnus disposent d'un budget plus élevé que d'habitude, avec une proposition qui reste accessible et, de mon point de vue, fascinante. Même si la situation n'avait pas encore autant dérapé au moment d'écrire et de tourner le film, impossible de ne pas dresser des parallèles saisissants entre le traitement des migrants par Lockjaw, ses sbires et l'administration, et les descentes de la ICE depuis le début du second mandat de Trump. Les actions violentes et même illégales de cette police anti-migrants se multiplient avec toujours plus d'images témoignant d'une sauvagerie indigne et injustifiée. Encore récemment, une femme qui implore qu'on lui rende son mari, qui vient de se faire emmener de force bien sûr, se fait propulser contre un mur et jeter par terre avec une grande violence, sous les yeux ahuris des témoins, et ce n'est qu'un incident parmi des centaines, souvent bien pires, comme cette petite fille de 5 ans en prise en otage pour faire sortir un père de famille, et j'en passe. Un mot enfin pour souligner la puissance à l'écran de Teyana Taylor qui joue Perfidia Beverly Hills, un nom qui appelle à extrapolation, mais ce sera pour la partie spoiler, à laquelle j'en viens donc maintenant, si vous avez vu le film, ou si les surprises vous importent peu. Donc Perfidia Beverly Hills est la mère de Willa, le prénom Perfidia signifie perfidie, et c'est le titre d'une chanson de 1955 de Glenn Miller qui parle d'un amour trahi. Perfidia est un personnage explosif, y compris en termes de charge sexuelle, et aussi bien Pat que Lockjaw tombent comme des mouches. Toute la fascination qu'elle suscite ne rend sa chute et sa trahison que plus brutale et fascinante. Mais justement, quand commence cette chute? Quand elle joue à une domination sexuelle avec Lockjaw à leur première rencontre? Quand elle accepte de le retrouver pour éviter qu'il la dénonce? Je dirais que non, je suppose que la chute survient quand elle se révèle incapable de réconcilier la façon dont elle veut vivre sa vie et son amour pour sa fille. Quand elle l'abandonne, elle s'engage sur un chemin d'autodestruction, qu'il soit conscient ou non. Un abandon qui s'explique sans doute en partie par le mensonge, par le doute qui plane, à moins qu'il ne s'agisse déjà d'une certitude, quant à l'identité du père de Willa. Quoi qu'il en soit, Perfidia va ensuite abattre le garde de la banque, versant du sang pour pas grand-chose et scellant son destin. Une chute qui se concrétise pleinement lorsqu'elle vend à Lockjaw l'identité et la localisation de ses camarades de lutte pour s'éviter la prison. La figure de proue des French 75 n'est donc qu'une balance, le mythe révolutionnaire n'a pas tenu très longtemps. Autour de Perfidia, Lockjaw, Bob et Willa se dessine une réflexion sur la place de l'héritage dans la conviction révolutionnaire. En effet, la mère de Perfidia dit à Pat, alias Bob ensuite, qu'il n'est pas digne de sa fille qui descend d'une lignée de révolutionnaires. D'un côté, on a cette image de Perfidia qui tire à la mitrailleuse en étant enceinte jusqu'aux dents, et on peut y voir une forme de transmission indirecte à sa fille. De l'autre, Willa est élevée par Bob qui se concentre sur elle et s'en tient sans doute au minimum en termes de propos subversifs, même si le passage à l'école souligne qu'il n'en pense pas moins en rappelant par exemple que Benjamin Franklin possédait des esclaves. L'état d'esprit de Bob s'exprime aussi quand on le voit regarder le film La bataille d'Alger qui a un temps été interdit en France et qui a donné lieu à quelques actes de violence quand il était projeté, considéré comme un film de propagande du FLN mais aussi comme une forme de témoignage d'une réalité de terrain, surtout en termes d'exaction de l'armée française en Algérie. C'est un film radicalement anticolonial, bien entendu. Pour en revenir à Willa, son père biologique est donc révélé comme étant Lockjaw. Au final, ce qui va surtout déterminer son engagement final d'activiste, confirmé par la scène qui la voit partir pour rejoindre une manifestation à des heures de route, c'est sa propre expérience face à des fascistes purs et durs, que ce soit son géniteur ou l'homme venu la tuer. Et on peut très certainement y ajouter comme influence cette lettre laissée par sa mère qui va un peu la réconcilier
avec l'idée fantasmée de l'héroïne qu'elle s'était faite. Cette longue route de la poursuite, tout en creux et en montée, est peut-être une métaphore de la vie, difficile de savoir ce que l'avenir nous réserve, de voir au-delà des montées, mais nécessaire de se débarrasser de certains poids surgis du passé pour mieux avancer. Et surtout dans cette course-poursuite, Willa démontre à nouveau une capacité de sang-froid et d'action décisive qu'on a vu auparavant que chez Avanti, le chasseur de primes, et surtout le sensei, qui lui a enseigné la nécessité de maîtriser sa respiration pour maîtriser son geste. Pour la petite histoire, le nom French 75 est d'abord celui d'un cocktail inventé en 1915 et nommé d'après l'effet dévastateur d'un obus de 75 mm utilisé par l'armée française à la fin du 19e siècle. Amusant bien sûr, sachant qu'ils ont tendance à faire péter des trucs et qu'ils se composent de profils variés, comme un cocktail, on l'aura compris. Sans aucun rapport direct ni transition, on remarque la récurrence du tunnel dans le film, tunnel sous la maison de Bob pour s'enfuir, tunnel sous l'immeuble du sensei pour faire évacuer les clandestins en danger, et tunnel secret pour cacher la réunion du club des aventuriers de Noël, ces gros cinglés qu'on pourrait situer sur l'échiquier politique un petit peu à droite du Ku Klux Klan et des nazis. Une action souterraine et masquée pour agir sur la société, comme pour venir donner un peu corps à l'idée que la révolution ne sera pas télévisée, avec une reprise du célèbre poème chanté créé en 1971 par Gilles Scott Heron, avec une référence récente par Kendrick Lamar notamment, dont vous avez sans doute entendu parler. L'idée consiste à dire que l'évolution drastique de la société vient d'abord d'une démarche et d'une prise de conscience individuelle et d'action individuelle et collective, sachant que le statu quo profite à l'ordre établi, qui est notamment la mainmise sur les grands médias, du moins en très résumé. La stupidité et l'extrémisme assumé des aventuriers de Noël est à la fois grotesque et effrayant. Lockjaw est exactement dans la même lignée, et on se retrouve fasciné par sa détermination d'aller vers sa propre perte. Il finit défiguré, puis gazé et incinéré par des néo-nazis obsédés par la pureté raciale, ce qui n'est quand même pas banal et parfaitement ironique. Le moment qui voit Avanti, le chasseur de primes, prendre sa décision morale de refuser d'être complice de l'assassinat d'une adolescente est particulièrement jouissif car on espère vaguement un sursaut moral de sa part, mais sans totalement y croire, du moins pas tant que la caméra ne revient sur lui pour le montrer, qui reste à observer la scène. Un acte rédempteur qu'on peut en partie rapprocher de la poursuite maladroite et désespérée menée par Bob pour sauver sa fille. Au final, il arrive trop tard pour faire quoi que ce soit, mais il est là pour elle, et c'est l'essentiel. Elle a pu se sauver, mais en faisant tout son possible pour arriver coûte que coûte, il prouve autant son amour pour elle que s'il avait été plus efficace. Parmi les grands moments de comédie physique du film, il faut quand même mentionner cette chute du toit ralentie par l'arbre, suivie du coup de taser, un grand moment. Au final, la figure du héros blanc est sauvée à chaque fois par le sensei ou une personne de son réseau, des hispaniques qui tiennent ces boulots d'accueil, d'aide-soignante ou d'infirmière. Ils sont aussi la force vive indispensable à l'usine d'une des connaissances des aventuriers de Noël. Et oui, le film illustre ici toute la supercherie et l'hypocrisie des discours tenus par les grands champions de la lutte contre l'immigration. Les immigrés, légaux ou pas d'ailleurs, ne sont admis que comme une main-d'œuvre bon marché, pointés comme bouc émissaire, et quand ils viennent à manquer, parce qu'on en a trop balancé dans des camps ou des charters vers l'enfer, la machine économique se grippe un peu. Pas besoin d'aller très loin pour trouver des exemples, on peut penser à Meloni en Italie, qui signait finalement un décret pour faire venir 1,5 million de migrants avec le soutien du patronat, avec au final l'accueil de près d'1 million de travailleurs extra-communautaires entre 2022 et 2027, juste pour l'Italie, pour répondre aux besoins du marché du travail. On parle notamment de travail saisonnier et d'aide aux personnes âgées. Étonnant, non? Continuez d'écouter la propagande dégoulinante de CNews ou allez voir une bataille après l'autre pour s'aérer un peu l'esprit et élargir ses horizons. Je pense que mon conseil pour ce week-end coule de source, c'est CNews évidemment. Merci Vincent de m'envoyer mon chèque illico presto. Bonne séance de cinéma à toutes et à tous et vive la résistance à la connerie humaine.